Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont annoncés favoris des prochaines élections dans quelques sondages, alors que finalement, si on regarde sur les réseaux sociaux, on a plutôt l'impression que les gens les détestent. Et inversement, si on regarde les réseaux sociaux, les personnes qui sont contre le pass sanitaire et le vaccin ont l'air omniprésents, alors que finalement, dans les sondages, ils représentent plutôt une minorité. Alors, à qui doit-on se fier entre sondages et réseaux sociaux? Lequel influence le plus finalement la démocratie? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Dissonance. Bienvenue sur Dissonance, une émission proposée par Epidemix. Alors l'idée de Dissonance, c'est de traiter des sujets d'opinion, mais avec de la nuance et surtout avec des invités qui portent des voix dissonantes, discordantes. Aujourd'hui, on reçoit Loïc Blondiot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des questions de démocratie et de participation citoyenne. Vous avez été notamment membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Bienvenue dans cette émission. Vous avez écrit ce livre, La fabrique de l'opinion, une histoire sociale des sondages. C'était en 1998, quelque chose comme ça. Ouais. Donc finalement, un petit peu avant l'avènement des réseaux sociaux, etc. D'où ma première question. Est-ce que vous pensez justement que les réseaux sociaux, donc ce nouveau phénomène par rapport aux sondages qui sont là depuis très longtemps, impactent eux aussi la démocratie et de manière générale l'opinion, et est-ce que ça a du sens finalement de comparer les deux? Oui, ça a forcément du sens. Alors mon premier réflexe, c'est évidemment de remettre ce phénomène dans une perspective historique. On peut dire que d'abord, la question de l'opinion, l'opinion publique reste ouverte, quoi qu'il arrive. Ou comment définir l'opinion publique, où la rencontrer, comment la mesurer, c'est une question qui produit nécessairement des visions, des interprétations, des méthodologies contradictoires. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'opinion publique, ce sont les réseaux sociaux. Comme on pouvait dire il y a quelques années, l'opinion publique, c'est ce que mesurent les sondages. En fait, il y a une illusion à penser qu'effectivement l'opinion publique se situerait quelque part. Mais je pense qu'il est intéressant d'analyser les réseaux sociaux comme un nouveau moment dans lequel finalement l'approche de l'opinion publique se redéfinit. Alors très grossièrement, je pense qu'il y aurait des nuances à apporter à ce schéma historique. Dans un premier temps, l'opinion publique, si on revient à ses origines, elle est l'opinion publique des gens éduqués, des lettrés, des élites. Ensuite, à partir de la Révolution française, on commence à s'intéresser à l'opinion publique du peuple. Et on essaye de mesurer et de comprendre la manière dont elle fonctionne. Par exemple, la mesure la plus systématique de l'opinion publique au XIXe siècle, ce sont les préfets qui la mettent en place et qui font des rapports réguliers au pouvoir sur ce que pensent les citoyens. Et puis, au milieu du XXe siècle, les sondages ont donné le sentiment finalement de proposer une mesure objective, scientifiquement opérationnelle et rigoureuse de l'opinion publique et qui pouvait être utile aux gouvernants pour gouverner, pour contrôler, anticiper les réactions des gens, et aux citoyens pour se situer par rapport à l'opinion publique du reste de la population. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une nouvelle étape. Et il me semble que, finalement, il y aurait un risque à imaginer qu'on pourrait suivre, mesurer, analyser l'opinion publique uniquement grâce aux réseaux sociaux. D'abord parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Même dans le réseau social le plus fréquenté à l'heure actuelle, qu'est Facebook, tout le monde n'y est pas. Ça, c'est une première limite. Bon. Deuxième limite, chaque réseau social est utilisé par une population particulière. Connaître l'opinion publique des plus de 50 ans, si tant est qu'on en ait l'envie via Instagram ou via TikTok, ce serait totalement absurde. De même que, finalement, l'opinion publique générale via Twitter
finalement, ce serait une mauvaise manière de le faire, dans la mesure où Twitter, on le sait, ce sont des gens plutôt éduqués, plutôt jeunes, plutôt urbains et plutôt politisés, beaucoup plus politisés que la moyenne. Donc le sondage reste un instrument très important d'étalonnage, de vérification de la représentativité dans la population d'une opinion publique. Et croire finalement que les réseaux sociaux traduisent cette opinion publique, c'est une illusion. Et finalement, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en considération. On peut avoir la tentation de penser que l'opinion publique qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, c'est une opinion publique spontanée. Alors même que l'opinion publique qui est recueillie par les sondages serait une opinion publique beaucoup plus formatée parce qu'on répond aux questions du sondeur et on sait très bien qu'il y a une influence du format de la question, des mots utilisés, du rôle de l'enquêteur sur la réponse. Or, si on regarde bien la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, d'abord il y a un certain niveau de formatage, quand même, voilà, ça n'est pas une forme de parole libre. Il y a des possibilités aussi d'instrumentalisation des réseaux sociaux pour promouvoir de manière artificielle un certain type d'opinion. C'est le fameux phénomène de l'astroturfing dont parlent les anglo-saxons. Comment créer des campagnes d'opinion à partir de rien, de manière complètement artificielle, en utilisant des bots, en utilisant des armées d'internautes qui vont se coordonner pour produire telle ou telle opinion. Donc, ce mythe de la mesure spontanée de l'opinion sur Twitter, à mon avis, est un mythe qu'il faut remettre en cause et qu'il faut pourfendre. Bon, je suis peut-être un peu trop long, donc voilà, non, je vous laisse me poser les questions qui vous intéressent. Oui, justement, sur l'opinion, vous parliez d'opinion publique. Est-ce que déjà ce terme serait pas intéressant pour continuer de le définir un petit peu plus précisément. Déjà, est-ce qu'il y a un consensus universitaire sur ce terme, sur sa définition Non, il n'y a jamais eu de consensus, vous le savez très certainement. Et en France, on a été frappé, marqué tout particulièrement dans le débat français sur l'opinion publique par ce fameux article de Pierre Bourdieu en 1972 qui s'appelait « L'opinion publique n'existait pas ». Et quand Pierre Bourdieu écrivait cet article, il pensait à l'opinion publique des sondages en disant que c'est une opinion publique relativement artificielle puisque c'est l'agrégation d'opinions individuelles qui sont sorties un petit peu de leur contexte, alors que l'opinion publique, c'est plutôt un phénomène collectif et qui traduit dans la société des rapports de force. Et donc, pas de définition principale ou en tout cas consensuelle de l'opinion publique, mais néanmoins, l'opinion publique renvoie à des perceptions d'un objet donné qui sont partagés par la population et qui dépendent de représentations collectives plus générales et qui s'inscrivent dans un contexte donné. Alors, un de mes collègues américains dans les années 60 avait proposé une autre définition, une autre approche. Il s'appelait Viotti et il disait l'opinion publique, c'est l'opinion que les gouvernants jugent utile de prendre en compte. Donc, c'est un phénomène qui est éminemment politique. Ça n'est pas simplement des représentations sociales partagées, ce sont des positions que partagent des individus dans la société et qui ont une influence politique. Voilà. Donc finalement, si l'opinion publique, selon certains, ce serait l'opinion que les hommes politiques décident de prendre en compte, on parle bien du coup d'influence des sondages sur la démocratie, sur le débat démocratique, et finalement, on en parle beaucoup aussi avec les réseaux sociaux. Par exemple, les gilets jaunes, on peut largement dire qu'ils ont été portés par des plateformes comme Facebook, qui les a aidés à communiquer, etc. Donc l'un et l'autre, est-ce que les sondages sont un outil complètement antidémocratique et les réseaux sociaux seraient justement l'âge d'or de la démocratie, ou alors est-ce qu'il y a des limites là-dedans ?
Bon, il faut analyser le débat politique et l'espace public comme un lieu où des formes d'expression et d'objectivation différentes de l'opinion publique s'expriment et entrent en concurrence. Lorsque un mouvement social organise une manifestation, il cherche finalement à matérialiser une opinion collective et à peser dans le débat public en essayant de démontrer qu'une cause a des soutiens. Donc il y a de la compétition. Il y a des instruments finalement qui obtiennent, à tort ou à raison, plus de crédit, plus de crédibilité que d'autres. Et effectivement, pouvoir par exemple dire qu'un leader politique est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes sur Twitter, c'est une façon de dire, voilà, je démontre que cette opinion publique, ou en tout cas que ce leader politique, a un certain niveau de soutien dans l'opinion publique. Et c'était la même chose avec les sondages. On voit bien que les sondages d'intention de vote jouent un rôle déterminant dans la sélection des candidats et dans la lutte pour l'accès à la candidature, et puis dans les campagnes électorales, pour finalement, comment dire, estimer les forces respectives des acteurs. Donc ce sont des éléments qui sont vraiment pluriels. L'opinion de la manifestation, l'opinion qui est produite par les manifestations et l'opinion des sondages peuvent entrer en désaccord. On peut avoir beaucoup de gens dans la rue et une majorité silencieuse qui est mesurée par les sondages, qui ne suit pas cette... c'est un peu le cas, par exemple, aujourd'hui, des manifestations contre les vaccins, qui sont assez spectaculaires dans la rue, mais qui, arithmétiquement, ne représentent que quelques centaines de milliers de personnes, et on le voit à travers le fait que une grande majorité des Français se font vacciner. On voit bien que cette opinion, elle n'est partagée qu'une minorité. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. On voit bien que certaines opinions plus extrêmes trouvent dans les réseaux sociaux une forme de chambre d'écho. Et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont un miroir relativement déformant de la population. Ils donnent le sentiment d'une population extrêmement polarisée, qui aurait tendance finalement à adopter des positions très extrêmes, alors même que si vous regardez les sondages, finalement, l'opinion publique, certes, se polarise, et peut-être de plus en plus, et de ce point de vue-là, l'exemple des États-Unis démontre qu'aujourd'hui, il y a peut-être une évolution générale de nos sociétés vers un durcissement, finalement, du débat public, une brutalisation du débat public, disent certains citoyens, mais qui n'a rien à voir avec les expressions extrêmement conflictuelles, le ton qui est adopté dans les réseaux sociaux. Alors, comment attribuer ça? C'est-à-dire que effectivement, on a une probabilité de vouloir s'exprimer beaucoup plus forte quand émotionnellement ou idéologiquement on est dans des positions extrêmes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxième élément, les mouvements extrémistes ont perçu la possibilité que leur offraient les réseaux sociaux d'agir sur l'opinion publique, et donc ils agissent plutôt en meute, avec des campagnes qui sont relativement organisées. Donc ce sont les raisons qui laissent à penser que les réseaux sociaux déforment l'opinion publique. Parce que j'ai l'impression finalement qu'on aime beaucoup les réseaux sociaux parce qu'ils nous renvoient toujours une opinion qui nous correspond. Parce que les algorithmes sont programmés pour ça, pour nous envoyer des articles qui vont correspondre à nos opinions déjà établies. Alors que finalement, les sondages, on les aime pas beaucoup parce qu'au contraire, ils vont nous montrer des fois une vérité qu'on n'a pas envie de voir. Oui, vous pointez là des mécanismes, des logiques qui sont propres aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, finalement, contribuent très fortement à ce que chacun s'expose à des opinions avec lesquelles il est déjà en accord, et donc renforce
son opinion, hein, et finalement à ce que ce phénomène de cristallisation des opinions s'opère. Et puis les réseaux sociaux valorisent, mais ça on le sait, hein, un certain nombre d'études l'ont démontré, valorisent les opinions qui tranchent, les opinions qui sont susceptibles de susciter des clics ou des réactions émotionnelles, et donc tout ça va dans le sens d'une polarisation de l'opinion. Mais je dirais que il en va de même pour aujourd'hui les médias, c'est-à-dire que ce qu'il faut considérer, c'est que aujourd'hui la chaîne de l'information s'est relativement modifiée. Autrefois, finalement, le débat public s'organisait autour d'un certain nombre de grands médias télévisuels ou papier, TF1, Le Monde, France Inter ou RTL, effectivement, étaient en quelque sorte les points de repère de l'agenda médiatique. Bon. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont susceptibles, alors dans une dialectique et dans un schéma qui est d'un certain point de vue peut-être relativement complexe, c'est-à-dire que les réseaux sociaux se nourrissent, on le sait, de l'espace public officiel, mais inversement, il y a une tendance des médias traditionnels à aller chercher dans les réseaux sociaux les débats, les contenus, qui sont susceptibles, autour desquels ils sont susceptibles de construire leur agenda. Et ça, c'est dangereux d'un certain point de vue, de mon point de vue. Alors, je ne veux pas porter de jugement normatif là-dessus, mais on peut faire en sorte que certaines polémiques soient hypertrophiées. Et on voit bien comment les chaînes d'information continue, en quelque sorte, se calquent dans leur mode de fonctionnement sur les manières de débattre qui sont présentes dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire le clash, vraiment une sorte de caricature de débat dans lesquels des positions extrêmes, dans un premier temps, s'affrontent sans chercher à dépasser ou à remettre en contexte ces polémiques, ou en tout cas essayer d'apporter un contenu d'information qui puisse finalement nourrir la discussion publique et la démocratie. Donc on est finalement dans un schéma qui est relativement délétère de simplification du débat public, mais auquel participent à la fois les réseaux sociaux et les médias classiques. Oui, parce que finalement les médias classiques, c'est eux qui commandent en majorité, j'ai l'impression, les sondages. Et puis, en général, c'est un peu comme le biais de confirmation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Eux, ils vont commander en fonction de leur cible et de leur marché. Bon, le Figaro, on sait que c'est plutôt à droite, voilà. Et ils vont poser des questions qui vont aller dans le sens de leur audience, quoi. Ouais, alors, bon, si on se reporte à il y a quelques années, il me semble que la place des sondages dans les pratiques journalistiques était peut-être un peu plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous décrivez comme l'instrumentalisation des sondages afin de validation d'une ligne éditoriale, c'est quelque chose qui a pu exister il y a quelques années, qui continue d'exister. On voit bien comment un magazine d'extrême droite sera tenté de fabriquer les sondages qui viennent valider ces positions. Alors, l'élément qui tempère ce schéma-là, c'est la déontologie des sociétés de sondage. C'est-à-dire que dans la société française et dans la politique française, les sociétés de sondage françaises avaient réussi d'un certain point de vue à se construire comme une forme de tiers. Alors, je vous dis pas qu'elle ne se laissait pas quelquefois instrumentaliser, mais avec une déontologie professionnelle qui leur interdisait de poser n'importe quelle question, n'importe comment, et donc de manipuler l'opinion publique. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain niveau de dérégulation. Alors, il faudrait regarder un peu
peu plus précisément, hein, et là je m'aventure finalement sur un terrain. Il faudrait des données, des données d'enquête un peu plus précises. Mais aujourd'hui, ce qui est peut-être un peu plus compliqué à analyser, c'est la manière dont on fait parler l'opinion publique à travers les analyses de suivi, hein, du web, et comment on construit finalement des bulles d'opinion publique, voilà, de cette manière-là. Mais oui, votre question était intéressante. Alors, avant de passer à la suite et de réfléchir peut-être à des solutions, à des alternatives, puisque finalement vous avez participé même à des explorations intéressantes avec la Convention citoyenne pour le climat, etc. Je vous propose une petite respiration avec un petit quiz, avec des infos et des intox. Donc on a trouvé sur les réseaux sociaux, enfin je dis qu'on a trouvé, c'est France Info qui les a retrouvés. Vous pouvez d'ailleurs, si vous nous regardez, retrouver, on vous met le lien de ce quiz dans la description de cette vidéo. Donc voilà, des petites infos. Vous me dites si pour vous c'est une info ou une intox. Vous essayez de deviner. Alors la première, c'est Lionel Messi qui met en faillite la Compagnie nationale de gaz argentine. À votre avis, est-ce que c'est une info ou une intox? Alors là, je me place sur la position du citoyen lambda. Bon, je dirais info. Eh ben non, c'était une intox. C'était le Garofi, donc le journal parodique, qui avait écrit un article selon lequel cette société aurait décidé de réduire de 1% la facture de gaz des Argentins à chaque but de Lionel Messi, et du coup qui aurait fait faillite parce qu'évidemment il a une grande qualité sur le terrain. Ouais. Alors deuxième question, un cycliste amateur de Calembourg roule 1000 km pour faire le trajet de Parla à Montcuq. À votre avis, est-ce que c'est une info ou une intox, voilà. Eh ben, c'était une info. Voilà. Il s'appelle Jean-Charles Loeb, voilà. Et il a fait le trajet pour l'amour des calembours. Oh, c'est très bien. Alors, Bercy condamne le manque de patriotisme des conducteurs qui freinent à l'approche des radars. Alors, à votre avis, est-ce qu'on est sur une info? C'est une info, ça, oui. C'est une intox. Ah bon, d'accord. C'est pareil, c'est le Garofi, qui a écrit cet article au moment où justement il y avait un gros débat sur la présence des radars sur les routes de France. Alors, dernière question, info ou intox. En Chine, un zoo ferme ses portes après avoir fait passer un gros chien poilu pour un lion. Info, allez. C'est une info, bon, voilà. Non, bien joué. Effectivement, et c'est un garçon de 6 ans qui s'est aperçu de la supercherie au moment où le roi de la jungle a aboyé. Voilà. D'accord. Bon, merci pour. Merci de m'avoir fait passer pour. Bon. Ça va, vous avez au moins la moyenne. Voilà, c'est bon. Alors. Pour continuer, je vous propose de passer sur la partie un petit peu plus d'ouverture à des solutions possibles justement pour aider le débat démocratique et la démocratie de manière générale. Comment se sortir un peu de ce paradigme entre les réseaux sociaux et les sondages? Est-ce que finalement il y a peut-être un nouveau réseau social qui pourrait nous aider à avoir un débat plus sain? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Disons que les politiques de régulation du débat public sont des politiques qui sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre. On le voit bien avec les lois ou les projets de loi actuels sur la régulation du net. On voit bien qu'on est sur une ligne de crête, on est sur une falaise, et on peut tomber très facilement dans la remise en cause d'un certain nombre de libertés d'expression, mais on voit bien aussi que laisser les grandes plateformes faire cette régulation, ça peut n'être pas suffisant, surtout dans la situation actuelle où on n'a aucune transparence sur les règles de modération de ces plateformes. Alors, on pourrait dire que l'éventail des solutions est relativement restreint. Première solution, donc la répression éventuelle et l'encouragement finalement à la moralisation. Mais alors voilà, quelle définition se donne-t-on, ou à la modération des plateformes? Mais on voit bien que cette option-là est relativement
est relativement aujourd'hui fermée, il me semble, parce que pèsent aujourd'hui les gouvernements face aux grandes plateformes? Ont-elles les moyens, alors peut-être à l'échelle européenne? On a vu quand même avec la RGPD des législations assez significatives aboutir, mais c'est relativement compliqué. Deuxième modalité, l'encouragement au pluralisme de l'information, et là je vise pas seulement les réseaux sociaux mais l'ensemble des médias, et donc essayer de réfléchir à des moyens de limiter la concentration de ces médias. Alors on n'est pas là clairement dans les réseaux sociaux, mais aujourd'hui il y a des propositions qui sont sur la table sur des modèles de propriété des entreprises de presse, des journaux, qui éviteraient ce qu'est une partie de la situation actuelle, c'est-à-dire le fait que quelques oligarques ou quelques milliardaires possèdent la quasi-totalité des grands médias d'information dans des grands pays occidentaux, et ce qui ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la démocratie. Et la troisième voie, la troisième stratégie, alors c'est peut-être une stratégie de repli, et peut-être qu'elle n'est pas suffisamment à la hauteur, mais c'est de mettre en place des dispositifs, et c'est là-dessus que je travaille et que j'essaie de réfléchir depuis assez longtemps, des dispositifs qui permettent de construire des modalités de débat qui soient à la fois contradictoires, mais ça ne suffit pas, mais qui permettent aux citoyens d'avoir une information claire, complète et suffisante pour se produire un jugement et pour produire une opinion. Parce que c'est ça, la base, l'infrastructure, finalement, de toute démocratie. Aujourd'hui, ça n'est pas véritablement le cas. Il n'est pas sûr. Alors, il y a beaucoup d'informations. Les citoyens sont surinformés. Mais on n'a pas la garantie, en tout cas, on n'a absolument pas la certitude qu'il ait vraiment les moyens de se construire une opinion. Et ça renvoie donc à tous les dispositifs de démocratie délibérative ou participative, alors qu'ils ne peuvent concerner par définition que quelques citoyens. Il y a deux modèles là, qui me paraissent intéressants. Il y a le modèle du débat public. Alors moi, je fais partie aussi de la Commission nationale du débat public, qui est une institution, une autorité administrative indépendante, qui organise des débats publics sur des grands projets, d'incinérateurs, projets de parcs éoliens offshore, et où là, on s'engage à donner une information complète qui permette à la fois aux décideurs de prendre sa décision, mais aussi aux citoyens de formuler une opinion. Alors c'est des espaces relativement régulés, artificiels. On s'efforce de donner la parole à tout le monde, de faire en sorte qu'il y ait une certaine éthique du débat, un certain respect des interlocuteurs, et donc on crée une forme de bulle artificielle mais vertueuse cette fois-ci, où finalement on essaye d'approfondir un certain nombre de controverses. Et l'autre dispositif, c'est un dispositif qui est fondé cette fois-ci sur le tirage au sort, la délibération, et donc la Convention citoyenne pour le climat, c'est ça. On prend 150 citoyens qui a priori ont des opinions, mais pas forcément des opinions véritablement construites sur la question climatique. C'est pas des militants. Voilà, c'est pas des militants. Alors, un certain nombre d'entre eux le sont, mais dans des sens différents. On avait des climato-sceptiques, comme on avait des environnementalistes dans l'échantillon, parce qu'on les tire au sort. Donc, ils sont à l'image, finalement, de la société française, mais on leur donne du temps. On leur permet de se mettre à l'écoute des experts, et on leur permet de s'approprier une question, et après seulement on leur demande leur avis. Et il me semble que là, c'est un modèle finalement de construction de l'opinion publique. Alors, le paradoxe et le problème, c'est qu'à la fin, finalement, cette opinion publique qui est un peu sélectionnée, qui est un peu améliorée, on dirait augmentée d'un certain point de vue, elle diffère de l'opinion publique des citoyens, mais elle peut lui servir de point de repère. Et on a vu que dans l'ensemble, sauf sur certains points, si vous avez suivi, ça n'est pas encore trop ancien, cette convention citoyenne. Par exemple, il y a un point sur lequel il y avait une divergence entre les citoyens et l'opinion publique mesurée par les sondages, qui était la réduction de la vitesse sur les autoroutes.
Là, il y avait une opposition qui était claire. Les citoyens avaient estimé que ça pouvait être une solution au problème du changement climatique. Ça permettait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les citoyens étaient résolument contre. Mais donc cette opinion publique, qui est une sorte d'artefact, c'est-à-dire de construction, elle peut informer le reste des citoyens. Et je vais vous donner un exemple d'une expérience qui est mise en place dans un État américain, qui est l'État de l'Oregon, dans lequel il y a beaucoup de référendums et de référendums d'initiative citoyenne. C'est ce que demandaient les Gilets jaunes, justement. Et on le pratique vraiment. Et donc, on a mis en place un dispositif qui, dans la campagne électorale, permet de tirer au sort un panel de citoyens qui étudie la question qui est soumise au référendum, qui l'étudie de manière très approfondie, très contradictoire, et dans un contexte de relative sérénité. Et à la fin de cette enquête que font les citoyens, ils produisent un document d'information qui est distribué à l'ensemble des citoyens. Et ce qu'on mesure, c'est que, en fait, le reste des citoyens prend en compte cet avis de citoyens ordinaires. Ils ont tendance à faire plus confiance à des citoyens comme eux qu'aux élus, aux experts, etc. Donc pour moi, c'est peut-être une des modalités, alors relativement modeste, mais d'évolution et qui pourrait être un peu vertueuse dans notre démocratie. Vous dites que c'est modeste, moi je trouve que c'est déjà hyper intéressant. Comment on fait pour faire en sorte que ça arrive en France un jour Est-ce qu'il faut, au niveau des élections présidentielles, essayer de pousser les candidats qui ont cette idée-là? Est-ce que c'est plutôt quelque chose, à votre avis, qui va se faire d'abord de manière régionale et assez localisée? Il faut, je crois, à la fois mesurer, les limites de l'action citoyenne dans ce domaine. Par exemple, en ce moment, moi je fais partie des parrains de cette initiative, on a une tentative de primaire citoyenne à gauche, où effectivement, un certain nombre de citoyens, pour l'instant il y a plusieurs dizaines de milliers de signataires, cherchent à obliger, à travers une plateforme, les différentes formations de gauche à se soumettre à une forme de primaire citoyenne. Donc c'est une initiative citoyenne qui vient d'en bas, mais qui a beaucoup de mal, d'un certain point de vue, à s'étendre, dans la mesure où elle est relativement méconnue, dans la mesure où les médias traditionnels s'y intéressent pas, et dans la mesure aussi où les acteurs politiques traditionnels n'ont aucune envie qu'elle ait un écho. Donc, il faut mesurer le poids des verrous institutionnels et finalement l'intérêt que peuvent avoir les acteurs en place à maintenir un certain nombre de règles du jeu. Donc, quand on est soi-même citoyen, il y a peu de choses qu'on puisse faire, mais simplement relayer, informer, porter des tentatives de transformation, d'innovation de ce type. Mais vous avez tout à fait raison. L'issue, elle, ne peut être qu'au travers d'un changement politique, qu'au travers d'une situation dans laquelle les citoyens mettent tellement de pression pour que le système change que les élus ne puissent pas faire autrement que de le changer. La Convention citoyenne, c'est exactement ça. Les Gilets jaunes ont exprimé une demande de démocratie extrêmement forte et une critique de la démocratie représentative ou du gouvernement représentatif extrêmement forte. Et le pouvoir n'a pas pu faire autrement que de faire quelques concessions. Alors, c'était pas le référendum d'initiative citoyenne, il a fait la Convention citoyenne. Bon, on peut en juger des résultats. Ils sont un tout petit peu insuffisant au regard de ce qu'était l'ambition de départ. Et moi, je ressors un peu déçu et frustré de cette expérience. Mais néanmoins, il n'y a que comme ça, par la pression des citoyens, que les choses peuvent changer. Ma tristesse, c'est que la campagne électorale aujourd'hui s'amorce sans que ces questions de démocratie, ces questions de concentration des médias, ces questions de liberté, d'information, de qualité du débat public soient prises en compte. On se polarise sur des questions comme l'identité, comme l'environnement, comme la sécurité, mais cette démocratie qui va tellement mal, personne n'a l'air d'avoir envie qu'elle aille un peu mieux. Alors pour essayer de finir peut-être sur une note positive, je propose d'essayer de rêver un petit peu à ce monde où justement cette
façon de gérer la démocratie serait mise en place avec des référendums d'initiatives populaires. Qu'est-ce que ça donnerait concrètement dans notre vie quotidienne? En quoi ça nous aiderait, par exemple là sur la question du vaccin qui polarise énormément? Est-ce que ça pourrait aider par exemple sur une question comme ça? Ouais, effectivement, imaginons. D'abord, on a des exemples qui sont des approximations de ce que serait une démocratie plus satisfaisante. Par exemple, il suffit d'aller en Suisse. Nous, on regarde un petit peu de haut les Suisses, mais en Suisse, que ce soit à l'échelle locale, cantonale ou à l'échelle nationale, les citoyens ont la possibilité vraiment d'influencer les changements constitutionnels, d'influencer la législation, et la démocratie n'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'on a une possibilité d'influence qui est beaucoup plus grande. Moi, je crois beaucoup à la promotion d'un droit à l'information et d'un droit à la participation citoyenne. Ça veut dire que toutes les fois où des décisions importantes doivent être prises, chaque citoyen ait la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre. Il a la possibilité, il n'est pas l'obligation, mais la possibilité de participer à son élaboration. Ça veut dire par exemple à l'échelle locale, quand une municipalité s'engage dans un projet, dans un chantier, on essaye d'associer les citoyens en amont. Et c'est possible, on a tous les instruments pour le faire. On peut le faire. Ça peut être finalement créer, moi ce que j'ai proposé avec un certain nombre de collègues, une troisième chambre législative qui serait tirée au sort et qui est en charge de l'organisation de débats citoyens, de conventions citoyennes sur des grands... Alors évidemment, il ne s'agit pas de changer complètement la logique de notre système politique, qui reste représentative, mais de permettre finalement une beaucoup plus grande association de chacun à la politique et aux affaires publiques. C'est pas complètement une utopie. C'est-à-dire qu'on a tout l'outillage pour le faire. On n'a pas la volonté politique, mais tout l'outillage, on peut utiliser le numérique aussi pour le faire. Et effectivement, je pense qu'on va dans cette direction. Malheureusement, il y a des forces contraires. Vous savez, la réalité, elle est faite de forces contraires. Il y a des forces contraires qui vont plutôt dans le sens de l'autoritarisme. Et à ce jour, on ne sait pas laquelle de ces tendances va l'emporter. Merci beaucoup Loïc Blondiau. Je vous propose de terminer là-dessus. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dissonance.